Bienvenue dans cette mini-série spéciale du podcast Monologue en partenariat avec le festival Images et Santé, dont un des sujets abordés cette année est la santé mentale et en particulier celle des jeunes. Avec les organisateurs du festival, nous avons imaginé par cette mini-série proposer un lieu de parole ouvert et intime comme un exercice grandeur nature. Ça veut dire quoi, parler de soi? Et ça fait comment d'être toi? Alors, j'ai posé les mêmes questions à 3 invités du festival et ils s'en sont tous emparés à leur manière, avec leur énergie et leurs mots à eux. Vous verrez, ces histoires nous rappellent qu'en dépit des différences d'âge, que l'on soit jeune ou adulte, parler de la voix dans notre tête et des défis intérieurs qui nous habitent, c'est un moyen de créer du lien, de se comprendre et de se soutenir. Alors très bonne écoute à vous. Bonjour, je suis Anne-Gabrielle et vous écoutez Monologue, le podcast qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Au fil des épisodes, nous irons ensemble à la rencontre d'invités qui nous parleront de la petite voix dans leur tête. Comment elle leur parle, comment ils se parlent et ce que ça fait d'être eux. Alors bienvenue. Monologue, ça fait comment d'être vous? Bonjour à tous, mon invité du jour est Pierre Schoenbrot. Il est journaliste et réalisateur. C'est lui qui a réalisé en 2022 le documentaire Tout va s'arranger ou pas, produit par le Centre d'action laïque en partenariat avec la FAPEO. Ce documentaire met en lumière le mal-être, les troubles de santé mentale qui sont apparus chez de nombreux adolescents et jeunes adultes des suites des 2 années de confinement. Dans le cadre du festival Images et Santé, et plus précisément de l'émission Les jeunes vont-ils si mal, parlons-en, un des jeunes qui a participé au documentaire est invité sur le plateau pour continuer ce travail de mise en lumière d'un sujet encore bien trop tabou. Et vous voilà aujourd'hui à mon micro. Alors tout d'abord, bonjour Pierre et bienvenue. Bonjour. Une fois n'est pas coutume, ici on va parler de vous. De comment ça fait d'être vous, comment vous parlez dans votre tête, si vous parlez et comment vous gérez tout ça. Vous êtes prêts ? C'est parti. Tout d'abord, elle est faite de quoi, votre vie intérieure ? Vous parlez beaucoup ou il y a des moments d'autre chose, de silence ? C'est une super question. Alors, en ce moment, je me parle beaucoup. Ouais. Euh, Terminer un documentaire, puisqu'on est sur le tournage du numéro 2, de la suite de Tout va s'arranger, qu'on a intitulé Tout s'est arrangé ou pas, avec l'idée que c'est au public de répondre après avoir vu le documentaire. Et donc, quand on est en plein bouclage d'un travail qui a duré 2 ans, 2 ans de gestation, de réflexion intense avec les jeunes, avec d'autres partenaires, on dialogue dans la dernière ligne droite énormément avec soi-même pour essayer de trouver les justes pistes. Mon grand souci en ce moment, c'est d'être honnête, authentique, respectueux de la confiance qui m'a été donnée. Et donc, ça suppose, quand on fait un travail d'image comme le mien, d'être constamment attentif à quelle image on va choisir, quel plan et quel extrait d'interview on va garder pour que chacun puisse se retrouver. Donc, c'est un dialogue, surtout que je travaille tout seul, c'est un dialogue intérieur permanent, mais ça, c'est évidemment professionnel, mais on est porté aussi par le sujet, donc c'est professionnel, mais en même temps c'est véritablement humain parce qu'on parle de santé mentale. Donc voilà, en ce moment c'est surtout ce dialogue intérieur là qui m'envahit et qui détermine d'ailleurs sur la vie de famille. Je pense que le petit foyer familial sera très heureux que j'ai cette grosse étape là de côté parce que ça prend vraiment beaucoup de place en fait, ce dialogue intérieur. Et parfois, on est là sans être là, du coup, dans la vie de tous les jours, ce qui complique les proches. Donc en ce moment, c'est assez bien monosujet, j'imagine, que c'est surtout sur le documentaire. Et donc, c'est plutôt en forme de... Quand vous parlez, c'est plutôt en forme de monologue ou de dialogue ? C'est comme si je répondais constamment à des interrogations alors qu'ils me viennent, mais ce serait peut-être plus quand même en forme de dialogue et de questions qui se posent au fur et à mesure de ce processus. Ouais. Et
En dehors d'une période de rush, de juste avant de sortir un nouveau documentaire, est-ce que vous sauriez un peu décrire les périodes plus paisibles? En temps normal, c'est normal, j'ai envie de dire. Si ce n'est qu'on est quand même dans un métier comme je le fais, en questionnement permanent sur ce qu'on pourrait bien proposer au public pour donner quelques clés de compréhension du monde compliqué qu'on vit et aujourd'hui plus que jamais. Et donc ça, oui, c'est quand même un questionnement permanent. Après, on a nos soucis plus personnels, hein. Il y a la famille, il y a mes enfants, et donc il y a quand même ces soucis de parents qu'on connaît, les grandes étapes de la vie qu'ils vivent et qui sont pas toujours si simples. Et donc, faut être à la hauteur pour ça. Il faut être juste aussi, être fidèle à ces rendez-vous-là, trouver la bonne attitude, la bonne posture. Ça, c'est quand même un autre dialogue intérieur permanent. J'imagine que tous les parents qui m'écoutent Mmh. sauront de quoi je parle. Donc ça, c'est plus pour l'ordre, des pensées. Si on va dans le domaine des émotions, qu'est-ce que vous êtes facilement? Hum, Moi, je suis une éponge. Vraiment, c'est pour ça que quand je vis avec les interviews des jeunes que j'ai longuement écoutées, bah, c'est des choses qui au-delà des coupes et des sélections que je vais devoir faire, il y a le contenu de ce qu'ils m'ont confié qui me travaille en permanence. Donc ouais, non, je suis une éponge. Et puis c'est là-dessus que j'ai fondé ma démarche professionnelle, qui est tout sauf objective et neutre, comme on me l'a pourtant appris pendant 5 années à l'université, qu'il fallait être neutre et objectif dans cette dernière partie de carrière, parce que je pense que je suis maintenant, j'ai bientôt 50 ans, donc c'est un peu les 15 prochaines années, bah, je les envisage un peu comme, comme ma dernière partie de carrière. Et là, j'ai tourné le dos à ce qui a fondé mon métier, que je ne renie pas, mais j'ai envie de faire autre chose et de me servir justement de mes émotions et de mon regard, mais tout en ne tournant pas complètement le dos à à ce devoir de mise en perspective des choses et de donner des clés de compréhension. Donc ça veut dire que je travaille mes émotions pour les faire ressentir aussi au public, parce que quand on travaille des sujets comme ceux que je choisis de travailler, on doit faire appel aux émotions du public. Mais on peut pas rester que là-dedans non plus. Mmh. Et donc, c'est tout l'équilibre que j'essaye d'atteindre, de ne pas rester que sur des témoignages, que sur de l'expérience de vie, que sur de l'émotion, pour donner aussi de la place à des personnes qui vont pouvoir, grâce à leur expertise, leur expérience, leur savoir, nous donner des explications sur ce qui nous arrive et sur ce qu'on ressent, justement. Mmh. Mais les émotions sont vraiment quelque chose de très important pour moi. Toujours pour continuer cette petite première, description, d'ensemble, de ce qui se passe dans votre tête. Est-ce que la voix est plus souvent satisfaite ou insatisfaite? Ouais, je dirais satisfaite. Ouais, non, vraiment satisfaite parce que on construit des choses vraiment essentielles avec ce projet, mais aussi avec d'autres choses que je vis dans ma vie plus personnelle. Donc c'est vraiment un équilibre entre beaucoup de projets qui se construisent, entre les enfants qui grandissent, donc ouais, non, globalement, moi je dirais vraiment beaucoup de satisfaction. Mmh. Euh, c'est ça qui m'aide à faire ce métier, à pas m'effondrer, surtout dans un contexte compliqué comme on le connaît aujourd'hui. Donc non, heureusement satisfaite. Toujours sur l'aspect plus technique, est-ce que cette voix ressemble à la voix que vous avez quand vous parlez? Franchement, c'est plutôt la même chose, plutôt une continuité. D'accord. C'est plutôt, voilà, je vais pas saouler mes proches et mes collègues et les partenaires des projets avec qui je bosse avec toutes mes questions comme ça continuellement. Donc, quand je me dis, oula, je vais les saouler, j'enclenche ma voix intérieure, mais c'est vraiment la continuité de ma réflexion que je mène avec toutes les personnes qui m'entourent. Et au final, du coup, si vous pouviez représenter votre, vie intérieure par un paysage, ce serait quel genre de paysage? Ouh là, excellente question. Alors là, vous me prenez vraiment de court, mais c'est intéressant. Ce serait quelle image? Je dirais une ville d'Amérique latine. C'est-à-dire un truc foisonnant qui bouge beaucoup, avec beaucoup euh, d'intensité, de paroles, d'échanges, de bruit, de sons, de musique. Et en même temps, beaucoup de chaleur humaine, beaucoup de... voilà. Mmh.
C'est pour ça que je pense à une ville d'Amérique latine, parce qu'évidemment, pour moi, c'est ça que ça symbolise, Ouais, pour avoir ouais, voyagé ouais, quelques fois dans ce coin du monde. Je dirais ça, ouais. d'accord. Alors si on va un peu au quotidien, si on prend les moments de transition comme le lever ou le coucher, est-ce que vous êtes en mode Mhm. on-off facile ou est-ce que il faut un petit moment avant d'émerger au lever et pour prendre conscience de quel jour on est et au coucher, est-ce que ça s'éteint tout seul ou est-ce que il faut aussi un petit moment pour digérer un peu la journée et l'empreinte qu'il en reste dans la tête? En temps normal, franchement, j'ai pas trop de soucis de sommeil. Bon, comme tout le monde, parfois, c'est un peu compliqué. Le lever est très compliqué. Il faut vraiment me tirer du lit, vraiment une grue dans ma chambre, c'est vraiment la bienvenue. Euh, Endormissement, franchement, nickel. J'ai pas de problème à switcher quand bien même la journée a été. Et puis alors, il y a les moments un peu particuliers comme ceux que je vis, où alors là, évidemment, aujourd'hui, ben, à 5h30 du matin, j'étais debout parce que une idée vient. Mais là, on est vraiment quand même dans une situation complètement particulière, quoi. Mhm. C'est plutôt rare, hein, Mhm. heureusement. Et si vous êtes parti dans une rumination, c'est quoi votre sujet de prédilection? Bah, professionnel ou familial, hein. C'est Mhm. quand on s'inquiète pour ses enfants principalement, Mhm. ou quand il y a des enjeux professionnels qui me voilà, Ouais. ça rumine beaucoup. Et très rarement quand je m'engueule avec ma compagne. Alors ça rumine encore plus. Heureusement, c'est très rare. On s'en comprend bien. Et comment est-ce que vous sortez de ces ruminations? Il n'y a pas de sortie de rumination toute faite. Je pense que ça dépend un petit peu de la rumination, euh, mais, euh, mais voilà, je crois que c'est principalement la lassitude qui me fait sortir de ces Mmh. périodes où on se dit, bon, allez, maintenant ça suffit, c'est bon. Soit on met ça de côté parce que ça peut attendre le lendemain, soit on va parler à la personne avec qui on a eu un conflit, ou soit on se raisonne et on calme les inquiétudes qui nous taraudent, quoi. Mmh mh. Mmh. OK. Voilà, c'est un petit peu ça, je dirais. Une des dernières questions par rapport au quotidien, est-ce qu'il y a un moment dans la journée où vous avez l'impression qu'il y a vraiment une ambiance différente? Non, pas forcément, je pense que c'est plus une question de temporalité. Je sais pas, moi, par exemple, j'ai une vie intérieure très intense quand je suis sur mon vélo. Mmh. Et là, c'est plutôt hyper apaisant parce qu'on est en effort physique. En même temps, on doit quand même un peu se concentrer sur la route. Donc, du coup, j'aime bien ma vie intérieure sur mon vélo. C'est plutôt vraiment sympa parce que on pense à plein de trucs. Je pense à plein de trucs et je fais à la fois le point sur des choses sur lesquelles je dois avancer et où j'ai besoin d'un peu de temps et de réflexion pour justement trouver les bonnes façons de faire. Donc ça, c'est un moment. C'est c'est une vie intérieure que j'apprécie beaucoup. Et puis, quand je cuisine aussi, autre forme de vie intérieure qui ressemblerait plus à celle sur mon vélo parce que j'aime bien cuisiner et donc c'est plutôt une vie intérieure intense mais apaisée, pas en forme de rumination justement quoi. Et puis parfois, je sais pas, je vais me chercher un lunch. Le temps d'aller chercher le lunch sur la route, on en profite aussi pour un petit peu euh, donc je dirais que à chaque moment de vie intérieure, ça teinte comme ça, je dirais, sa dynamique comme ça qui lui appartient. Mais, euh, Mmh. mais voilà. Oui, oui, oui. Si on part un peu sur et qu'on fait un focus sur les moments difficiles, quand vous pouvez Mhm. être stressé ou anxieux pour un sujet ou l'autre, est-ce que votre corps vous le fait vite savoir? C'est quoi votre première réaction face à ça? Ouais, mon corps réagit super vite à mes émotions. Du coup, et donc je les ai avec le temps quand même, on les sent venir. Franchement, avec le temps, j'essaye euh, de pas trop cacher ça, voilà, quitte à l'avouer, à dire, je sais pas moi, quand on est en collectif avec les jeunes et qu'on défend notre projet sur la santé mentale, il y a quand même des moments méga intenses. Et plutôt que de les cacher, ben on se dit voilà, c'est difficile, c'est émouvant, c'est touchant pour moi parce que, mais j'essaye d'en finir avec les travers masculins qui seraient de cacher continuellement ses émotions parce que ce serait pas trop, ce serait montrer une fragilité, une faiblesse. J'essaye vraiment
de sortir un petit peu de ces assignations Mmh. auxquelles nous sommes soumis, nous les hommes, pour justement faire de ces émotions un vrai partage, mais aussi un instrument, un outil. Je pense que c'est bien. Donc, alors après, faut quand même pas pleurer comme une fontaine à chaque moment, hein, parce que parfois ça embarrasse en plus les personnes qui sont en face de nous. Donc, faut quand même un peu les gérer, mais pas les cacher pour autant, pas les mettre de côté. Donc voilà, mais ouais, non, tout mon corps vibre et tout, c'est assez intense. Mmh. De nouveau très latin. Et alors, vous avez des exutoires pour ça? Vous prenez votre vélo, Le c'est sport, quoi ouais, le carrément, ouais, oui. ouais. Le vélo, bien sûr, le sport que je pratique beaucoup sont vraiment c'est des moments extrêmement privilégiés. En plus, je fais du sport en communauté, enfin en club, et donc le fait de non seulement de pratiquer le sport physique, l'activité physique en tant que telle, est bon, me soulage, est très 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 satisfaisant, mais en plus le fait de d'aller dans un club où finalement ce sont ni des collègues, ni des partenaires de travail, ni la famille, des gens qui ne me connaissent pour ainsi dire pas, si ce n'est que par le sport, c'est hyper apaisant parce qu'il Mmh. n'y a pas d'enjeu en fait. On se connaît juste par cette activité qui nous rassemble, on s'apprécie, on se respecte et on sort de toute une série de soucis du quotidien voilà, donc c'est apaisant pour le physique évidemment, mais pas que, pour le mental, pour cette raison-là, parce que c'est une bulle qui nous permet vraiment de nous dégager de beaucoup de soucis du quotidien. J'adore ça. Est-ce que vous avez un modèle, une personne ou autre qui vous inspire pour faire face aux défis? Hum, Alors franchement, elle est pas en face de moi, mais je dirais ma compagne. Je trouve qu'elle gère, mais grave. Et donc, ouais, non, elle m'inspire beaucoup parce que elle arrive justement à gérer assez bien ses émotions en même temps elle est psy, hein, donc c'est facile pour elle, quoi. Mais j'apprends beaucoup de son expérience professionnelle, la façon dont elle gère tout ça, en accueillant à la fois ses émotions et en faisant justement, comme je le disais, un outil de travail. Alors elle a 3000 longueurs d'avance et donc voilà, mais j'essaye de répliquer sa méthode Mmh. avec plus ou moins de réussite. Dans ces moments difficiles, est-ce que, si le besoin s'en fait sentir, vous êtes à l'aise à l'idée de demander de l'aide? Ou vous préférez quand même, trouver comment gérer les choses et ne pas déranger? Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, ça ne me pose mais plus du tout de problème d'appeler à l'aide. Mmh. Et on me le rend toujours très bien. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai appris et avec le temps, je suis vraiment pas déçu parce que j'ai un super entourage et toujours autant professionnellement qu'amicalement que familialement, des gens magnifiques qui m'aident toujours dans les moments précieux et donc j'hésite pas à, à appeler à l'aide Mmh. et en plus c'est super riche parce qu'ils ont toujours de précieux conseils ou parfois c'est juste un coup de main sans être un conseil et donc voilà, non ça vraiment ça me pose nullement problème d'appeler à l'aide. Mmh. Si vous ne l'avez pas toujours fait, vous savez ce qui vous a empêché de le faire quand vous étiez plus jeune? Ah, l'ego, hein, ce fameux ego qui nous empêche tous d'appeler à l'aide et voilà, ego, entre de l'ego et de la fierté, peut-être aussi un peu de culpabilité ou ne pas vouloir ennuyer les autres. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait nommer ça, le fait d'avoir peur d'ennuyer l'autre. C'est vraiment Mmh. un truc en santé mentale en général d'ailleurs qui, euh, qui est un grand classique. Hein, et donc, j'invite vraiment tout le monde à s'affranchir de ça parce qu'on se rend compte qu'en fait, les êtres humains sont faits pour être reliés, pour vivre ensemble. Et appeler à l'aide pour une personne, j'ai appris que c'était loin d'être un problème en fait. Je pense que c'est gratifiant aussi pour les autres là. Faut pas user et en abuser, Mmh. Mmh. sinon ça devient un peu comme au loup. Hein. Mais mais donc voilà, ce fameux ego nous empêche beaucoup. Hein. Et parfois il faut un peu le mettre de côté, souvent même. Si on va sur les réussites, les moments plutôt de force, quels sont les moments où vous vous sentez vraiment fier? Mmh.
les moments de réussite, hein, l'autre fois, j'ai fait un mouvement en sport que j'essaye de faire depuis 3 ans. Ouais, on est quand même fiers dans ces moments-là quand on travaille quelque chose depuis 3 ans qu'on n'arrive pas à faire et puis du coup, tout à coup, on y arrive. C'est quand même, j'en ai même rêvé, c'est vous dire, quoi. Ouais, non, Excellent. voilà. Donc ça, quand on arrive à faire quelque chose, qu'on parvient à un objectif, c'est quand même, Mmh mh. voilà, je pense que mercredi prochain, quand je vais présenter ce projet de 2 ans au public, je vais être extrêmement fier aussi. Mais après, je suis méga fier de mes enfants aussi. Donc c'est quand même très variable ce sentiment de fierté. Voilà, je suis fier d'avoir pu leur donner ce qu'il fallait pour voir quelles belles personnes ils sont tous les deux. Donc ça, c'est quand même un travail qu'on a fait, nous les parents. Et donc voilà, on en tire quand même un peu de fierté, mais elle est tellement différente d'une fierté professionnelle ou sportive. Mmh. Donc c'est quand même fort lié à un sentiment de réussite, Mmh. chez moi, la fierté. Mmh. Elle peut être très personnelle ou très visible, c'est la chance du métier que je pratique. Mais voilà, c'est quand même important d'être fier à un moment donné. Donc j'espère que tout le monde puisse connaître ça et qu'il ne faut pas être un artiste en représentation ou un journaliste en projection pour connaître ces moments de fierté. Je crois qu'on a tous nos moments de réussite et prendre ce temps de se dire ouais, je suis fier de cette réussite-là, c'est utile quoi, parce que c'est quand même sans confiance en nous-mêmes, on s'effondre relativement vite, surtout dans des contextes compliqués. Oui, tout à fait. Et vous diriez que c'est quoi votre plus grande force? Ma famille me dit ma confiance en moi. Mmh. Voilà, je pense qu'ils ont raison. Ça les énerve. Ça les énerve parce que ils se disent mais c'est quand qu'ils doutent. Mais en même temps, je doute tout le temps, quoi. C'est pas parce que j'ai confiance en moi que je doute. Mais ils ne me croient pas quand je dis ça. Et pourtant, vraiment, c'est extrêmement sincère. J'ai vraiment confiance en moi, mais je doute tout le temps. Et c'est pas parce que j'ai confiance en moi que j'ai le sentiment d'avoir toujours raison aussi. Mmh. C'est vraiment pas du tout ça. Oui, oui, c'est pas la Que même du chose. contraire, Oui. Mmh. ah non, 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 j'ai pas d'avis définitif sur quoi que ce soit. Vraiment, j'envisage ma vie intellectuelle, si je peux le dire comme ça, sous une forme extrêmement dynamique, quoi. Ce que je pense un jour peut vraiment évoluer avec le temps, c'est absolument pas fermé. Mais voilà, confiance en soi ne veut pas dire avoir raison sur tout. Confiance en soi ne veut pas dire absence de doute. Ça, Mmh. je pense que c'est vraiment, vraiment important. Mais j'ai confiance en moi parce que je pense simplement que j'ai eu la chance d'être heureux à la fois personnellement, amoureusement, familialement et professionnellement. Du coup, on a confiance en soi. Je pense que c'est cette harmonie entre toutes ces sphères-là que j'ai quand même construit. Hein. C'est pas que de la chance. Mmh. Ça a été le résultat quand même de choix personnels où voilà, j'ai tourné le dos à certaines, à une façon de faire mon métier pour m'amener vers autre chose. Cette autre chose-là, j'ai quand même construit, ça n'est pas arrivé comme ça. Boum, donc j'ai quand même bâti et je suis heureux d'avoir réussi, fier d'avoir réussi à construire un contexte de vie épanouissante qui me permet du coup d'avoir confiance en moi. Mmh. Il me reste encore 2 thèmes à aborder avec vous. Le premier, c'est la vie intérieure et les autres. D'abord, est-ce que vous vous interrogez parfois sur la vie intérieure des autres? Avec le Tout le temps, documentaire que vous ouais, faites, moi évidemment, oui, j'imagine. oui, et comme j'aime travailler avec l'intimité des gens, alors ceux qui veulent bien m'en dire, hein, Mmh. je leur dis, toutes les personnes que je rencontre, je leur dis si je pose trop de questions ou si je pose des questions auxquelles vous ne voulez pas répondre surtout, soyez libres de m'envoyer Oui, oui, balader. oui. Mais aussi avec mes amis, pas seulement avec les personnes dans mon entourage professionnel, mais je suis extrêmement curieux de savoir comment les autres vivent et parfois euh, ça peut paraître intrusif, mais j'essaie quand même d'être le plus respectueux et délicat que ce soit. C'est pas de la curiosité mal placée, quoi. Mmh mh. Mmh. Donc voilà. Mais j'essaye quand même régulièrement d'avoir ce petit avertissement du visage qui est envoyez-moi balader si, Oui, si je suis trop curieux. oui, oui. Mais ouais, 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 je me nourris de ça, personnellement et professionnellement, de Ouais. ce que les autres sont, se ressentent.
En présence des autres, est-ce que vous vous adaptez beaucoup en fonction des gens ou est-ce que vous êtes plutôt assez souvent le même, en fait? Ça, c'est aussi une déformation professionnelle. Ouais, non, je m'adapte beaucoup, vraiment beaucoup. Mais c'est une obligation et ça, mais j'aime bien ça aussi, hein. C'est pas parce que la profession m'a obligé à m'adapter du tout. C'est que moi, j'aime bien jouer avec ça et me retrouver dans des contextes, heu, sociaux, très, très différents. Voilà, c'est ma curiosité, qui me pousse à ça et j'ai appris quand même qu'il faut quand même faire un effort, pas surhumain, ça me paraît pas démesuré que quand je fournis ces efforts-là, ça vient assez naturellement, mais il me semble quand même utile de se mettre au diapason, quand même des gens, plus ou moins en tout cas, hein, et donc ouais, j'aime bien m'adapter Ouais. à la manière d'un caméléon, un peu comme ça, sans trop forcer les choses, hein. Et pour terminer, si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, j'ai quelques petites questions, plus métaphysiques pour la fin. Pour votre prochaine vie, vous choisirez de nouveau humain ou une fois c'était bien déjà? Non, une fois c'était bien. Métaphysiquement parlant, je ne suis, je n'ai pas la foi. Et donc forcément, pour moi, la mort est une fin. Après c'est fini, c'est le néant, c'est le noir absolu. Du coup, c'est peut-être ça aussi, qui m'a permis de construire, le contexte dont je parlais là tout de suite. On n'a qu'une vie, non seulement il faut en profiter, mais il faut aussi, surtout, utiliser, tous les outils qu'on a pour se bâtir ce fameux contexte qui va nous permettre de nous épanouir, parce qu'après c'est fini et quand c'est fini, bah, c'est trop tard Mmh forcément. mh. Mmh. Donc voilà, une parce que, je ne crois pas qu'il y en aura d'autres. Donc comme, je ne crois pas à ça, bah, forcément ça ne peut être qu'une et une Mmh. seule Mmh. et heureusement aujourd'hui, je n'ai pas encore de regrets. J'espère que pourvu que ça dure. Et c'est quoi votre, lecture du hasard, de ce qui nous arrive? Est-ce qu'il y a quelque chose, qui pourrait expliquer tout ça? Non, je crois pas qu'il y a quelque chose qui explique tout ça vraiment, mais c'est vrai qu'il y a quand même des signes qui m'inspirent. Donc à la fois, j'ai pas la foi, mais en même temps, je me laisse assez bien aussi bercer par le mystère parce qu'il y a quand même plein de choses qu'on ne saura jamais expliquer et donc j'aime à penser que ma rationalité laisse un espace aussi à quelque chose de mystérieux. Et donc non à la destinée, ça, non. Et puis des hasards, qui m'interrogent. Je me dis: «Waouh, ça c'est fou quoi! Mmh. C'est fou, c'est fou, c'est fou!» Et il y a plein de hasards comme ça, que je vis dans ma vie et donc je me dis: «Waouh, ça m'inspire». J'en tire aucune explication. Il faut se garder de ça, faut se laisser justement la part du mystère, mais c'est hyper inspirant quand même Mmh. comme hasard. Ouais, ouais, ouais. Pour terminer, si vous pouviez, changer une seule chose de votre vie intérieure, vous changeriez quoi? Bon, pas grand-chose à vrai dire. Non, pas grand-chose. Mmh. Je suis assez satisfait du dialogue intérieur que je mène. Parfois il m'ennuie, il est un peu envahissant, puis il m'empêche d'être pleinement présent dans des moments, de la vie réelle, et je pense que ça, il faut quand même aussi se prémunir, d'un dialogue intérieur peut-être un peu trop intense, un peu trop envahissant, parce que c'est pénible quand même pour les gens qui nous entourent parfois, d'avoir quelqu'un à moitié là. Donc ça, c'est plutôt en termes de correction, pas de refaire une vie ou d'autres choses, quoi. Donc non, Mmh. je suis heureux de mon dialogue intérieur. Et si vous pouviez partager un de vos super pouvoirs avec le reste de l'humanité, vous choisiriez lequel? Ah, si on pouvait avoir vraiment une baguette magique, qui nous guérirait, définitivement de cette espèce d'égoïsme qui mine ce monde et aujourd'hui plus que jamais, j'utiliserais ce pouvoir-là, quoi. Mmh. L'égoïsme, c'est vraiment le mal du du siècle, mais j'ai envie de dire que depuis que l'homme est homme, comme dirait l'autre, il est arrivé. Mais enfin, à des périodes de l'histoire, on sent qu'il a fait plus de mal qu'à d'autres moments. Donc voilà, l'égoïsme. À défaut de le faire disparaître, travaillons cette question-là ensemble pour faire en sorte qu'il puisse être un peu moins nocif. Mmh. Nous voici du coup arrivés
au temps de la conclusion. J'espère que vous avez aimé ce petit exercice. Oui, il y a des questions qui m'ont chamboulé, hein, vraiment. Voilà. Mais c'est chouette de prendre ce temps-là d'explorer un domaine qu'on a tendance auquel je n'avais pas pensé avant d'avoir lu votre mail. Donc c'est cool de dire, bah oui, tiens, ma vie intérieure, au fond, elle est hyper intense, hyper là, et on ne se pose jamais des questions à son propos. Du coup, voilà, ça m'a fort déstabilisé, mais très positivement déstabilisé. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas pu dire ou que vous voudriez ajouter aux auditeurs à propos de sa vie intérieure ou de la santé mentale en général? Bah, surtout l'écouter et en finir définitivement avec les capacités de dissimulation que l'être humain développe avec une habileté incroyable, hein. Parce qu'en matière de santé mentale, on a tendance à cacher les choses énormément, à attendre beaucoup trop, et plus on attend, plus on dissimule, plus les dégâts sont importants. Et donc, je pense vraiment qu'on doit développer des trucs et astuces, des habitudes, comme on les a développées avec notre santé physique. Je me casse le pied et je sais exactement quel protocole je dois mettre en place pour guérir. Je serai pris en charge. Je sais qu'il va y avoir un temps de repos et puis un temps de convalescence, un temps de pour retravailler le muscle atrophié, les pieds, de revalidation, c'est le mot que je cherchais. Et pourtant, en matière de santé mentale, on est loin d'être aussi à l'aise. Quand on se sent pas bien, on est trop vite perdu rapidement, on cache les choses, on attend trop longtemps. Et donc, je souhaite vraiment à tout le monde de développer des trucs et astuces qui soient aussi évidents que quand on a des pépins physiques. Parce que aujourd'hui, on voit les chiffres, autant ceux des plus jeunes que des adultes, hein. Ils sont vraiment très inquiétants. Et donc, ça montre à quel point, en cette matière-là, il y a énormément à faire. Et donc, tracassons-nous de cette santé mentale, ne la cachons pas, n'en ayons pas honte, pour pouvoir davantage et rapidement guérir plutôt que de laisser les choses s'ankyloser et nous faire du mal. Bien, merci pour ce beau message. Je voulais aussi vous proposer, avant de se séparer, de parler de votre actualité. Donc vous avez évoqué tout à l'heure le fait que le premier documentaire «Tout va s'arranger ou pas» a donné lieu à d'autres choses. Je vous laisse, peut-être l'expliquer. Il y a le collectif, il y a ce second documentaire qui arrive. Voilà. Ouais, donc tout s'est arrangé ou pas, c'est la suite et il sera disponible au mois d'octobre. Donc là, c'est vrai qu'on fait une avant-première, une pré-avant-première, Ah oui. qui est un peu un moment test qui me permettra de corriger les choses encore pour arriver au mois d'octobre avec ce nouvel outil en matière de santé mentale Mmh. que chacun est invité à utiliser pour pouvoir justement travailler cette question de la santé mentale. D'autre part, effectivement, il y a le collectif derrière, collectif qui aujourd'hui aboutit à la création d'une ASBL Mmh. qui aura deux missions. La création d'un lieu de lien mené par les jeunes de notre collectif pour permettre à ce que d'autres jeunes puissent venir se retrouver dans cet endroit, partager, vivre des moments ensemble pour dépressuriser un tout petit peu la situation. Et puis alors, on a évidemment une mission à travers ce projet de plaidoyer qui va un peu dans le sens de mon message, hein, mais aussi on y compte bien une mission politique où on va pas lâcher nos dirigeants sur cette question-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Mmh. Et pour le documentaire, comment est-ce que les gens peuvent le voir? Il ne sera pas disponible sur le net parce que fidèle à nos objectifs, c'est dans la vie réelle qu'il faut régler les soucis de santé mentale et pas sur le net. Donc, s'il vous plaît, sortez des réseaux. J'entends que de plus en plus les thérapies sur le net commencent à avoir le vent en poupe. Je suis pas certain que ce soit la meilleure des méthodes. En tout cas, c'est pas notre choix à nous, collectif, tout va s'arranger ou pas. C'est dans la vie réelle que les choses vont se passer. Du coup, concrètement, ça veut dire que le film est libre de droit, qu'on nous sollicite pour organiser des projections. C'est les personnes qui veulent organiser les projections qui s'occupent de tout. Nous, on met juste le fichier vidéo à disposition. Et puis, nous nous déplaçons avec les jeunes
pour pouvoir échanger et aborder ces questions de santé mentale. L'objectif est vraiment d'abord et avant tout de libérer la parole sur ces questions. Ça, c'est vraiment indispensable. Et puis alors ensuite, de faire un échange d'expérience. C'est aussi un moment privilégié pour faire de l'art, parce que c'est gai l'art. Et donc on a deux slameuses, Elena et Pincée de Coco, qui disent des textes à l'occasion de ces rencontres, qui sont toutes inspirées de leur expérience en santé mentale. Et donc voilà, c'est vrai qu'on essaye de lier cette projection à notre présence. Elle n'est pas indispensable, hautement recommandée, mais l'idée est de voir ce film ensemble, en groupe. Oui. Pour en parler pas après. pas individuellement, voilà, pour en parler après, pour en faire quelque chose. Voilà, ça c'est les objectifs de l'automne 2025. Et donc c'est sur la page du Centre d'Action Laïque qu'on peut vous contacter? Oui, c'est ça, tout va s'arranger ou pas, ou tout s'est arrangé ou pas. Les deux titres vont vous mener vers des sites internet, que ce soit celui de la FAPEO, partenaire de ce projet, ou celui du Centre d'Action Laïque. Mes coordonnées sont extrêmement facilement trouvables en ligne. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. On est extrêmement actif, réactif, et on essaie de répondre. Alors on répond à tout le monde, parfois ça met un peu de temps. Il y a évidemment aussi pour les plus jeunes la possibilité de rentrer en contact avec les jeunes du collectif, Elena, Pincée de Coco et Sai. C'est elle qui gère nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Elles répondent aussi toujours à toutes les sollicitations des plus jeunes. Donc, si vous connaissez des jeunes en souffrance psychique qui ne sortent plus de chez eux, qui souffrent de solitude, d'anxiété, elles sont passées par là. Elles mettent à profit leur expérience et surtout tisser du lien entre elles et vos jeunes, parce que j'en ai été témoin, des choses formidables qui se passent et qu'on va tenter de multiplier à l'occasion de notre nouveau lieu de lien qu'on va créer, j'espère bientôt à Liège d'ailleurs, qui existe déjà à Bruxelles. Je mettrai toutes les informations qu'on vient de citer en description de l'épisode, comme ça les auditeurs pourront les retrouver facilement. Voilà. Eh bien, tout grand merci pour votre témoignage et votre temps. Avec grand plaisir. Et merci pour votre intérêt et votre invitation. C'était super. C'était avec plaisir. Et à bientôt alors. À très bientôt. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, partager ou lui donner 5 étoiles en fonction de votre plateforme d'écoute préférée. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, vous pouvez vous abonner au podcast ou suivre notre actualité sur Instagram @monologue-podcast. Enfin, Monologue, c'est aussi un site internet avec plein de ressources et d'idées pour vous inspirer et, si le cœur vous en dit, me partager vos monologues à vous. C'est à l'adresse www.monologue-podcast.com. À bientôt.